en fait? Comment s'est fait cette transition? En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que au tout début, il y avait un de mes salariés qui est devenu un des fondateurs de Rinov. Rinov, c'est une grosse plateforme qui fait de la décoration 3D, qui a été rachetée par Maison du Monde. C'est le directeur technique. Et il travaillait, c'était un de mes collaborateurs quand on faisait des jeux vidéo et des applications. Et il était assez fan d'immobilier. Et moi, ça me trottait un peu dans la tête, comme un peu tous les Français, hein, quelque part. On se dit, ouais, faut que j'achète ma maison. Parce que vaut mieux payer un peu la banque que le propriétaire. Enfin, on capitalise. Et je me suis mis en quête de rechercher une première maison. J'en ai trouvé une, et plus exactement, il y en avait deux. Il y avait un lot de maisons, de deux maisons à retaper, et moi, j'en avais rien à faire. J'en voulais qu'une seule, quoi. Il y avait mon ami et collaborateur qui me disait que lui, il voulait réinvestir dans l'immobilier. C'est quelque chose qu'il avait fait du côté de Bordeaux. On est aux alentours de 2015 à peu près, c'est ça. Et je lui dis, tu veux pas le faire avec moi? Comme ça, toi, t'achètes notre maison et on la partage, quoi. Et moi, je fais celle qui m'intéresse. Et il se met à négocier. Et il le fait de manière très maligne et très surprenante. Moi, j'avais très peur qu'on se fasse blacklister, hein, parce que c'était finalement un gros montant. Et il arrive à obtenir 65% de réduction sur le prix de la maison. Ça me paraissait assez incroyable. Et puis pour dire Sur les deux maisons, du coup, sur les deux lots, maisons, donc il y en avait une gratuite au final. Et puis bon gré mal gré, il me dit qu'il peut pas parce qu'il a trouvé un autre projet sur Bordeaux. Et donc du coup, moi je me dis je vais le faire tout seul. À la base, j'ai pas le même budget, j'ai les deux. Et c'est là où il y a eu une espèce de déclic qui a été de me dire waouh, on peut négocier déjà en immobilier, c'est possible parce que le bien s'y prêtait, il y a énormément de travaux, c'était très difficile. Déjà, ça a été le premier déclic. L'année d'après, un an et demi après, sur le côté, j'ai racheté un autre petit immeuble parce que c'était pas très cher. On était sur 100 000 euros, 3 studios. Il y avait des travaux, mais ça se louait déjà, donc on pouvait financer une partie des travaux. C'était assez intéressant. Peu de temps de m'en occuper au final. Et il y a eu un moment un peu fondateur, je crois qu'on était en 2017, où avec la société, il y a eu ce cas là justement où c'est l'État qui nous a dit on a choisi de pas vous payer cette année parce qu'on nous a dit faut faire des économies. Donc on attendait une facture d'à peu près 100 000 euros. Ces 100 000 euros, je m'étais porté caution sur un crédit bancaire temporaire, donc j'allais voir ma vie un peu déchiquetée, quoi, d'un seul coup. Et puis on les attendait, on faisait 500 k à ce moment-là de chiffre d'affaires. C'est comme si on supprime 20%, c'est très violent, et on pouvait en mourir. Et là-dessus, on leur explique la situation, mais vous allez nous tuer, hein. On nous dit probablement, et ça nous permettra de faire des économies. C'était assez choquant. Et c'est là où je commençais à réfléchir, à me dire sur l'indépendance financière, sur la sécurisation de ses revenus, et je peux pas me mettre autant en risque en prenant des cautions sur au final des choses qui, même si c'est l'État, c'est pas safe. Et en me renseignant sur ça, je voyais que l'immobilier, ça pouvait être un élément, un actif finalement hyper serein, hyper solide. Tous les mois, s'il y a le locataire et qu'il n'y a pas de problème, c'est tant par mois. C'est hyper prévisible. Mes premiers biens commençaient à tourner, c'est-à-dire que j'avais plus de loyer, 2 fois plus de loyer que de remboursement à la banque, qui quand même paraissait assez fou. Et c'est là où je me suis dit, j'ai commencé à me faire cette réflexion, il va falloir vraiment que je m'y intéresse de plus en plus. Donc 2018, j'ai pas trop le temps, mais je réussis à racheter un petit immeuble. On est encore sur 100 000 ou 110 000 euros. Les petites surfaces, 25 mètres carrés, trois petites surfaces. Il y a encore des travaux dessus à faire. J'ai pas trop le temps, mais voilà, je continue un petit peu dessus. 2019, je me forme de manière boulimique. C'est-à-dire, je faisais des séances de formation, je regardais des vidéos YouTube, je lisais des livres. Au minimum 4 heures par jour. Pendant 1 an. Donc j'en ai bouffé, mais vraiment pas. Mais c'était hyper addictif parce que je comprenais les erreurs que j'avais pu faire. 2020, le projet m'intéressait, que je faisais sur les lunettes un petit peu moins, enfin beaucoup moins parce que ça devenait assez difficile. C'est là où j'ai commencé. J'avais atteint
un peu un seuil pour les banques. Et du coup, j'ai commencé à essayer de réfléchir un peu en mode start-up, comment on contourne le problème. Les banques ne veulent plus me financer, il y a forcément un moyen. Et c'est là où j'ai commencé à faire des SCI avec des amis au début, et puis rapidement avec les parents des amis. Donc il y a eu 4 projets enfin 4 SCI qui ont été effectués, où finalement certains, les parents, amenaient, je dirais, leur sécurité financière, rassuraient la banque. Et moi, je continuais à trouver des projets assez rentables, assez sympas, à les dénicher, parce que ça devenait un jeu d'enquête et c'était hyper drôle. 2020, je continue à faire des formations. Je crois que je suis même devenu artisan RGE, reconnu garant de l'environnement. J'ai fait une formation sur la caméra thermique pour bien voir l'isolation des bâtiments. Je continue à me former en permanence. Et toujours une difficulté à me faire financer mes propres biens. Parce que ce petit palier de plafond de verre qui était pas avec un budget énorme, j'étais bloqué. Parce que les taux d'endettement, etc., etc., etc. J'étais bloqué. Et on est en février 2020, justement, il y a eu le Covid, donc ça a pas facilité les choses. Je réfléchissais à un concept qui était de dire j'investis avec vous. C'était vraiment le concept au tout début qui était de me dire mais peut-être que je pourrais investir avec 2, 3, 4, 5 personnes, on continuera à faire exactement la même chose et en même temps moi j'amène le savoir-faire et le temps de faire ces projets. Ça n'a pas percé du tout et pourtant j'ai testé auprès de pas mal de gens. C'est l'idée me plaît, mais j'ai été assez surpris. Comment dire, l'immobilier, on a l'impression que c'est très rationnel, mais la majorité des décisions sont prises de manière émotionnelle. C'est un peu comme la bourse, au final. Il y a cette statistique qui dit, je crois, 12% des gens gagnent de l'argent en bourse, alors qu'il y a statistiquement 50% de chances de gagner ou de perdre. C'est soit ça monte, soit ça descend. Et l'argent circule. Donc c'est assez surprenant. Et dans l'immobilier, il y a énormément d'émotionnel. Et il y avait ce côté de non mais on peut pas faire ce projet ensemble. Il est à moi quoi. C'est à moi. Et ça c'était un vrai frein. Et donc finalement, il a fallu ramener là en post-analyse à une décision plus émotionnelle de le partager. Et c'est là ce qui a amené à finalement investir ensemble où on rentre dans une communauté et faire partie d'une communauté dans laquelle il y a une crème d'investisseurs immobiliers. On se sent hyper privilégié, donc il y a plus ce frein émotionnel de c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Et donc voilà, l'idée d'investir ensemble est née le 25 décembre de l'année dernière, donc ça a 11 mois aujourd'hui, où je pitch mon père dans la voiture qui me menait de Toulouse à Bordeaux pour aller chez notre grand-mère manger le 25 au soir. Et je sais pas, je lui dis dans la voiture, mais il faut absolument qu'on soit 50. Il faudrait qu'on soit 50 avec plein de compétences variées. Comme ça, il y aura pas cette sensation de ah, c'est à moi, mais tout le monde pourra apporter sa pierre. Et si on est 50, on peut peut-être acheter une ville. Il y a une capacité illimitée faudrait que ce soit 50 guerriers. Faut pas que ce soit 50 débutants parce que sinon ça va être difficile dans les projets, ça va être difficile sur un peu tout. 50 personnes qui ont soit des compétences, soit sont peut-être bloquées financièrement par les banques pour en faire d'autres et donc je lui pitch l'idée et il me dit ouais c'est bien mon fils mais je crois que c'est nul. Ouais, t'as encore une idée et donc ça m'énerve le 26, je prépare une présentation PowerPoint et je commence à corriger des feedbacks qu'il m'a fait. Et puis passe janvier, je commence à cogiter encore sur l'idée. Et en février, je commence à en parler à tout le monde que je vois. Il y a le technicien de la fibre qui vient, je lui en parle. Mon opticien, je lui en parle. Et donc du coup, ça a permis d'affiner l'idée très rapidement. Et 6 semaines plus tard, on avait 75 investisseurs. Ça s'est fait très très vite, par bouche à oreille, parce que il y avait déjà mon réseau, c'est-à-dire que il y a ma femme, il y a mon père, enfin il y a de la famille. Ensuite, il y a eu les amis d'école, les amis des amis. Ensuite, il y a eu mes anciens partenaires de Expert Téléportation, donc l'expert comptable qui nous accompagne, des investisseurs, des fonds d'investissement qui nous avaient pas suivis
sur Expert Téléportation, mais qui m'ont dit ouais, sur ce projet-là, je veux bien venir à titre personnel. Des gens avec qui j'avais fait la formation. Bon, Michael Ferrari, c'est plus un secret, parce qu'il avait fait une vidéo sur YouTube, j'avais fait ces formations, donc j'ai contacté en disant tu peux pas le faire avec nous. Et c'est quand même assez sympa qui joue qui retravaille avec un de ses membres, donc ça c'est top. Et donc on arrive à un gros réseau où finalement on a des youtubeurs, des patrons de fonds, des spécialistes du crowdfunding, plein d'investisseurs immobiliers que j'avais rencontrés dans un club, des clubs Facebook qui permettaient ensuite de faire des apéros locaux, mais aussi des avocats, des chasseurs de biens, des responsables de travaux, des artisans, et au final ça donne un pool de compétences incroyable et voilà. Ça a été très très vite, voilà, en 6 semaines. Ensuite, ça a été hyper long pour débloquer les fonds, curieusement, parce qu'il y a une période administrative. Et puis la banque a pas facilité du tout le projet, le Crédit Mutuel, pour pas les citer, le projet, le directeur qui m'appelle au moment où on fait la levée de fonds et qui me dit ouais, j'avais vu avec la conseillère pro pour le monter, c'était bon. Et le directeur me dit non, mais votre projet ça me plaît pas du tout. Il y a trop d'administratifs, donc faut dégager. Et donc ça s'est assez mal fini le directeur a fermé tous mes comptes perso, les prêts immobiliers, tout ça. Il dit, ça me plaît pas, voilà. Il a fallu que je passe par la direction, le COMEX de Crédit Mutuel pour que les fonds soient débloqués, donc de manière assez incroyable. Et on a pu acheter les premiers biens le 17 juin, 1er juillet. On s'est mis au travail immédiatement. On avait un bien de 250 mètres carrés à faire, avec des murs. Donc il fallait faire revêtement de façade, toiture, électricité, plomberie, c'était une grande colocation. On n'avait pas tous les devis. Normalement, il y avait plus d'1 an de travaux. Et moi, je me suis dit en 2 mois, ça va le faire. Et ça l'a fait. Mais ça, c'était cool. Parce que les locataires sont rentrés le 27 août. C'était pas évident. On a eu beaucoup de problèmes à gérer. Et puis en plus, pendant l'été, et pas tous les artisans. Il y a certains confirmés annuellement. Et ça l'a fait parce que le collectif, parce que tout le monde était engagé dans la démarche. Donc ça a donné beaucoup d'énergie. Et le 27 août, arrivée des 9 colocataires, sachant que la veille, il n'y avait pas l'eau chaude, quoi. Donc on a tout été fait en dernière minute et on est arrivé à une super qualité. On était dans le journal local là, il y a pas très longtemps. Ils ont mis à la une qui s'appelle Charente-Libre. Ils ont appelé la coloc de rêve, quoi. Donc c'est top, quoi. Il y a une qualité, c'est vraiment génial. Ouais, ouais. Là, on t'entend passionné et c'est super passionnant de t'écouter parce que tu fais défiler en fait toutes ces étapes de manière vraiment simple en fait et on a l'impression que tout est simple et je pense que t'as une bonne capacité à faire des pitchs et à raconter des histoires, donc bravo. Mais juste avant de plonger là-dedans justement parce que j'ai plein de questions un peu sur ce projet-là et au niveau de la genèse, est-ce que tu dirais que finalement ce projet est né où l'objectif pour toi c'était vraiment parce que t'avais ce plafond de verre et que tu pensais et que tu voulais continuer à construire un patrimoine et avancer en fait, sinon tu t'étais j'imagine obligé de t'arrêter, faire peut-être de l'arbitrage sur tes biens, etc. J'imagine que tu avais fait essayer avec d'autres personnes, mais ça arrivait aussi à ses limites. C'était ça l'objectif principal, ou est-ce qu'il y avait finalement aussi d'autres choses qui t'ont dit c'est un projet qui peut fonctionner parce que qui va aussi m'apporter d'autres choses, quoi. Qu'est-ce qui était dans ta tête à ce moment-là? Je pense qu'il y avait plusieurs genèses. Il y avait l'envie de faire encore un projet qui n'avait jamais été fait. Se mettre à autant d'investisseurs et avec ce mode de fonctionnement, ça n'a jamais été fait en France. C'était intéressant, c'était excitant parce que j'en avais un peu marre d'être copié sur les innovations que j'avais pu faire par le passé. Et là, je me disais, c'est assez incroyable, ça va pas être copié demain, quoi. Parce que le modèle économique fait que c'est incopiable ou très peu copiable. Donc il y avait un peu ce côté-là. Deuxième, oui, effectivement, c'était le plafond de verre et sur un truc qui m'excitait et j'ai un besoin finalement d'émulation. Je peux pas être formateur immobilier ou chasseur de biens ou c'est pas quelque chose qui va vraiment m'intéresser. Je peux faire le métier dans le cadre du projet, ça m'attire beaucoup, mais dans le cadre pour des clients, ça m'intéresse pas particulièrement. Il y avait aussi le côté tribu,
C'est-à-dire que quand j'allais dans les séminaires de formateurs immobiliers, de youtubeurs, il se dégage de ces séminaires une incroyable énergie. Et on se dit toujours, si on se connectait avec eux ou autre, on pourrait racheter une ville. Il y a tellement d'intelligence dans cette salle. Comment ça se fait que on puisse pas acheter à plusieurs? Comment ça se fait? J'arrivais pas à comprendre. Ensuite, quand j'avais pitché le projet, je disais, je pense on va faire le fonds immobilier, enfin d'achat immobilier, à la fois le plus radin, ça on pourra en reparler, mais à la fois le plus malin de France. C'est-à-dire que tout le monde va amener sa compétence, sa patte, et va pouvoir améliorer le projet, et moi ça va me servir d'école. C'est-à-dire que c'est très difficile de continuer à apprendre dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école. On peut rapidement saisir les bons concepts. Et il y a plein de formations qui existent. Il y a que ce soit des livres, de l'investissement immobilier. Mais dès qu'on veut passer à un niveau supérieur, il n'y a pas beaucoup de moyens. Sur Facebook, sur les groupes Facebook, il y en a plusieurs, comme celui de je sais pas, mastermindimmobilier.com, et il y en a plein d'autres. Il y a des échanges qui se font, mais les questions qui sont posées sont souvent posées par des gens d'un niveau intermédiaire ou débutant. C'est rare que, je sais pas, je prends un exemple au hasard, hein. Il y a un gars qui dit, voilà, j'ai 50 appartements, comment je fais pour optimiser l'IFI? Ou j'ai tel cas technique sur les travaux, comment je peux faire cette opération de marchand de biens? C'est rare. Ça peut arriver, mais c'est très très rare. Et du coup, comment on continue à passer au niveau supérieur? Il faut se trouver des mentors. En parlant avec ce projet-là, j'ai pu contacter des gens que moi j'admirais beaucoup et qui ont pu rejoindre la foncière. Alors, il y a des noms que je peux pas citer, mais il y a une personne qui est dans le top 15 des fortunes françaises. Là, ça me permettait d'apprendre beaucoup de choses en très peu de temps et de me faire un réseau d'hyper qualité en peu de temps, et sur lequel il y a un engagement de durée long. Parce que nous, on a pris 10 ans. Donc, c'était pas un projet, on le fait en 6 mois, 1 an. Ouais. Là, on va créer un clan, et du coup, je vais apprendre beaucoup. Tu peux expliquer peut-être, c'est peut-être le bon moment d'expliquer dans les grandes lignes comment fonctionne ce club d'investisseurs en termes de, tu vois, ticket d'entrée, sélection des candidats, nombre d'associés, objectifs des uns et des autres, liquidité, enfin oui, un petit peu dans en les fait, grandes ça lignes. s'est fait petit à petit parce que c'était pas prévu. Ça m'a dépassé, quoi. Et il a même fallu dire stop. À un moment donné, j'avais beaucoup de gens qui me contactaient en me disant, ouais, mais on va parler d'eux, il y a un tel que je connais, qui connaît un tel. L'idée est tellement naturelle. Je crois que quasiment tous les investisseurs immobiliers l'ont eu. De se dire, on peut peut-être investir à 3 ou 4 ou à 5 ou tout le monde l'a eu à bout d'un certain palier avec moi je connais la finance et toi tu connais les travaux ou qu'importe la répartition, que le fait de le faire avec quelque chose de concret, solide, dans lequel il n'y a pas de décision à la con qui pourrait être prise, parce que les associations de 3 à 4 personnes en immobilier dans notre projet, il y a toujours un risque que s'il y en a un qui veut partir ou qui fait pas le taf, etc., ça compromet tout le projet. Alors que s'il y en a un qui fait pas le taf à 60 personnes, c'est pas grave, ça se voit même pas. Donc ça, c'était assez intéressant. Donc je voulais un groupe assez gros, voilà, une bonne 50aine de personnes. Au début, c'était mon entourage. Après, très vite, mon entourage professionnel, et après des gens qui ont été parrainés entre guillemets. Je mets entre guillemets parce que il n'y avait pas d'avantage à parrainer les gens. C'était on investit avec les gens qu'on aimerait vraiment faire dans la durée et se créer un petit réseau, quoi. Enfin, il n'y avait pas de site internet, il y avait rien de tout ça. Et l'idée, ça a été de dire, tiens, il faut peut-être pas passer par les banques. Peut-être, au début, du moins, faut peut-être créer ce qu'on appelle un des piliers de l'enrichissement, c'est l'effet cumulé. Et l'effet cumulé, une personne seule, c'est impossible à faire en immobilier. Ou alors, faut être extrêmement riche. Là, l'idée était que les revenus du loyer, donc par capitalisation fonctionnait, les revenus des loyers, on les prendrait pas en dividendes, mais ils seraient suffisamment importants pour que tous les X années, rien qu'avec les loyers reçus, on puisse racheter des immeubles ou des appartes. Ça, c'était vraiment, je dirais, l'idée. Donc on a tous pris un engagement de 10 ans. Pendant 10 ans, on dit voilà, il y a une mise au départ. On n'est pas censé remettre au pot
s'il y a un problème, un ballon d'eau chaude, etc. Donc ça c'est le côté rassurant par rapport à le faire tout seul. Il n'y a pas de fiscalité pendant 10 ans, donc par rapport à tout seul, pareil, c'est plutôt sympa. Et on a notre part patrimoniale qui va monter et on va surtout le réinvestir chaque année. Donc ça, c'était un peu l'objectif. Au tout début, l'idée, c'était de mettre entre 10 000 et 50 000. La plupart des gens ont mis 10 000. Aujourd'hui, on va faire rentrer 20 personnes de plus. On a monté un peu les tickets. On a mis entre 30 et 100. L'idée, en fait, c'était qu'il n'y ait pas trop d'écart de voix. C'est-à-dire que la voix de l'investisseur qui met moins d'argent parce qu'il a moins les moyens, ben il n'est pas une voix trop éclatée par rapport à celui qui a beaucoup de fonds. Comme ça, on pouvait créer vraiment cette sensation d'engagement et un peu de gouvernance démocratique au final. Mais elle l'est quand même, la voix de la personne qui met 30 par rapport à la voix de la personne qui met 100. Est-ce qu'il y a un système la prise de décision, elle est faite, cette voix compte plus ou moins? Il y a quand même un peu un déséquilibre naturel du fait du montant mis ou vraiment tout est fait pour que ce soit à égalité en termes de décision? Oui, elle existe, mais on n'est pas par rapport à, je sais pas, on prend n'importe quelle société qui est dans le CAC 40, en fait, la voix du petit actionnaire, elle vaudra jamais rien. Ici, peut-être que celui qui a mis 10 000, il a une voix, celui qui a mis 30, il a 3 voix. Et à l'échelle de 50 personnes, c'est pas significatif. Il y en a pas un qui peut écraser l'autre. C'est pas possible. C'est hyper dilué. Mmh. Et ça a été un souci parce qu'on a perdu des investisseurs qui disaient, moi, je veux venir pour plus. Si c'est pas pour plus, tant pis. Et on a dû dire tant pis. C'était très dur, parce qu'il y avait 2-3 personnes qui m'intéressaient beaucoup. J'ai dit, mais venez, on verra ce que ça fait plus tard. Si vous voulez remettre plus tard, ça sera bien, mais prouvons déjà que ça marche. Donc, bizarre. Ouais, Les c'est clair. limites font que ça peut frustrer. Voilà. Donc, comment se passent les décisions? Bon, quand il y a des mini-décisions à prendre, je sais pas, par exemple, un abonnement, enfin, une mini-dépense, pas de souci. Je ne vais pas bloquer la société ou donner trop de travail à tout le monde. L'idée, c'est que ce soit vraiment collaboratif. Est-ce qu'il y a des grandes lignes qui sont les indéniables, c'est-à-dire qui peuvent pas être remises en question? Par exemple, tu parlais notamment de réinjecter les loyers. Est-ce que ça c'est écrit dans la charte du début? Est-ce que le type de projet également, par exemple locatif, opération de marchand de biens, achat-revente, est-ce que ça aussi c'est des choses qui sont dans la charte et qui font pas bouger? Est-ce qu'il y a des immuables ou est-ce que vraiment tout est ouvert en termes de ce que vous allez faire, la stratégie, le type de bien que vous allez investir, le type de renta que vous allez pouvoir y dégager ou tu vois? Alors, c'était important. En fait, j'ai eu une expérience du collaboratif par la copropriété. Les copropriétés, j'ai eu un appart et ceux qui ont déjà fait des réunions de syndic de copropriété ont déjà vu qu'en général, ça se passe pas très bien du tout, quoi. Tout le monde tire son truc. Moi, j'en étais à me battre pour juste qu'on mette la fibre qui était gratuite. Je dis, mais c'est gratuit. C'était voté déjà il y a 3 ans. Pourquoi c'est pas fait? Il faut revoter. Ça n'a pas de sens. Là, ce qui est bien, c'est qu'on est déjà tous alignés sur un premier projet de base. Voilà, on fait un truc, pour 10 ans, on capitalise. Et donc ça, c'était très important. Ensuite, sur l'immobilier, on n'a pas de politique d'investissement définie. Ça se définit petit à petit avec le temps, mais au tout début, on s'était dit, voilà, on a pris 4 bâtiments, ils étaient très délabrés. En général, on prend des biens qui ont des problèmes, parce que c'est plus intéressant à l'achat, donc quel que soit le problème. Donc plutôt délabré. Et ça peut être intéressant d'amener, parce que ça a amené beaucoup de choses qu'on peut pas faire tout seul dans l'immobilier d'ailleurs. Je vais revenir sur ça. Et au fur et à mesure, ça s'est transformé, malgré moi. Là, par exemple, on va faire une opération de marchand de biens. J'avais jamais pensé que je ferais une opération de marchand de biens de ma vie, mais il se trouve que techniquement, en termes de travaux, techniquement sur la rentabilité, à tous les niveaux, c'est plus facile de le faire comme ça. Donc c'est assez incroyable. Donc on fait ça. On se retrouve à faire une colocation très haut de gamme, XXL, avec 9 personnes qui vivent sous le même toit. C'était pas tout à fait le projet de départ. Donc il y a des choses qui évoluent. Là, on a voté récemment qu'on pourrait investir un peu d'argent en crowdfunding immobilier. On nous propose des projets. Là, par exemple, sur un bâtiment, quand on a fait récemment, là, le 9 octobre, on s'est tous regroupés, justement.
On allait voir nos bâtiments qui est rue de la Tour Gagné, hein, et il y a un petit garage. Il y a un petit garage. Dans ce garage, à l'intérieur, il y a les compteurs d'électricité et les ballons d'eau chaude de fond. Donc techniquement, on peut rien faire. Et tout de suite, il y a des investisseurs qui ont pris leur Google Maps et dit mais il n'y a pas de boulangerie, 1,7 km. Et là, tu te dis ouais mais pareil, il n'y a pas de buanderie dans à peu près les mêmes proportions. Et ils sont allés voir pour faire des devis pour des petites buanderies, l'autre pour le distributeur automatique à pain. Et il va se créer finalement qu'il va y avoir un petit commerce automatisé dans un petit espace, parce que derrière on pourra toujours accéder comme ça au compteur électrique et au ballon de shot. Mais on va pouvoir réexploiter finalement plus d'espace, plus de rentabilité. Et ça tout seul, je l'aurais pas naturellement fait et jamais ça avait été décidé dès le départ. C'est juste que l'opportunité et la compétence mélangée, c'est amené à ça. Ça a amené à cet exemple-là, par exemple. Mmh. Et j'ai un autre exemple qui, moi, m'anime beaucoup. C'est le côté solidaire, finalement, de ce projet-là et développement durable. De manière concrète, par exemple, sur la colocation, on est allé beaucoup plus loin que normalement un investisseur classique fait. C'est-à-dire qu'on a mis des récupérateurs d'eau de pluie, on a mis en place un compost, on a fait des espaces verts, c'est extrêmement bien isolé, on a mis une installation gaz très haute performance, plutôt que des radiateurs dans chaque chambre électrique. On est en train, la semaine prochaine, il va y avoir un atelier nichoir oiseaux avec les colocataires pour qu'on puisse les mettre. Il y a eu un vrai volet, voilà, une vraie recherche sur le développement durable qui est en train d'être effectuée, parce qu'on a pu faire aussi un partenariat avec une association qui s'appelle Espérance Banlieue, où on a été sélectionné par Polytechnique pour envoyer un étudiant faire un stage chez nous en fait, et où pendant 6 mois Francesco est arrivé et il travaille la journée à aider des étudiants, des jeunes étudiants plus de 10 ans qui sont en situation d'échec scolaire, de décrochage scolaire, pour des familles qui sont défavorisées, pour ça Espérance Banlieue. Et soir et week-end et un jour par semaine, il fait des projets de développement durable où l'idée c'est de faire un peu de recherche sur qu'est-ce qu'on peut faire de manière concrète, qui ne coûte pas très cher, et comme ça on puisse le diffuser à un maximum d'investisseurs immobiliers. Par exemple, moi je le savais pas, mettre en place un compost dans la plupart des villes, c'est gratuit. On contacte sa mairie, et il y a une solution qui est soit gratuite, soit ça va coûter 30 €, mais c'est un éco-geste qui coûte pas bien cher. Et donc ce locataire est logé gratuitement. Donc c'est un effort financier qui est fait par tous les investisseurs, mais avec une dimension à la fois sociale et développement durable. Et ça, on peut rarement le faire quand on est tout seul. Ouais, donc là c'est le côté on va dire économie d'échelle, enfin volume qui permet notamment à cette personne de faire ce genre de travail, parce que tout seul effectivement ça vaudrait peut-être pas le coup, ça prendrait des fonds, alors que là c'est un petit peu économiquement ça s'auto-alimente quoi finalement. C'est ça l'idée. Tout seul, c'est difficile d'avoir le temps de faire tout ça. Ouais. Financièrement, effectivement, ça a beaucoup plus d'impact. Là, ça a quand même un impact. C'est 1 sur 9, donc c'est quand même 10%. C'est pas rien, 10% de renta en moins, hein, donc c'est quand même pas. Mais ça devient anecdotique par rapport à la capacité de frappe qu'on a sur tous les côtés. Ouais, et justement alors sur cette du coup de réaliser des rentabilités fortes et notamment tu parlais de la rapidité d'exécuter des travaux lourds également. Qu'est-ce que tu dirais que sont les leviers principaux de cette association finalement de ce projet? Est-ce que c'est dans la compétence des membres que vous avez sélectionnés? Est-ce que c'est dans le volume aussi du coup la force de frappe financière que vous avez quand vous apportez tous les apports qui sont mis sur la table? Voilà, est-ce que c'est dans le brainstorming entre les membres? Enfin, où est-ce qu'il y a peut-être les leviers principaux qui permettent de réaliser ce genre de rentabilité? En gros, les 2 grandes difficultés en immobilier, si on veut de la rentabilité, c'est trouver la chasse et la rénovation. C'est un peu les 2 clés. Donc je trouve qu'on est assez performant sur les 2 déjà. Sur la partie chasse où on peut acheter cash aussi, donc ça nous permet de peut-être mieux positionner sur certains biens. La partie travaux, on a la chance d'avoir parmi nous certains artisans
aux responsables de sociétés techniques qui sont parmi nous, et on rajoute une strate supérieure qui est intangible, difficile à calculer, c'est la compétence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait pas de conneries, ou très peu, parce qu'on a 75 personnes qui ont un regard différent sur les choses, qui ont des traumatismes liés à l'immobilier, donc qui vont faire vachement gaffe sur un point, et qui ont une compétence et qui va permettre le projet, il est ultra quadrillé, quoi. C'est-à-dire que je dirais pas que je me fais défoncer régulièrement, mais je dirais que je suis hyper surveillé sur chaque sujet. C'est pas possible qu'il y ait un angle mort. Donc ça, c'est vraiment top. Ça permet d'avoir de l'efficacité. Et ensuite, quand je dis intangible, c'est que ça, on rajoute une autre strate quand on fait son projet immobilier personnel. On y met beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie. Et là, il faut essayer de voir que là, il y a 75 personnes qui mettent la même énergie. L'exemple que j'aime bien donner en ce moment, parce que c'est vraiment celui que j'ai trouvé le plus fort, on avait un devis à 7 000 € d'un paysagiste pour faire un petit jardin de 20 mètres carrés, hein, donc c'était pas incroyable, mais l'emplacement où il était, c'était vrai que c'était un peu galère. On était dans un bien où c'était un souplex qui donnait accès à un jardin, donc il fallait tout évacuer. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc on se retrouvait avec un devis de 7 000 €. Là, on a deux de nos associés qui sont venus de Montpellier, Angoulême. Ils ont fait 12 heures de route aller-retour pour faire un jardin tout un week-end. Et le coût, ça a été 400 €. Les plantes et les péages, quoi. Donc c'est assez incroyable. Il y en a qui sont venus m'aider à monter les meubles, d'autres qui ont connaissaient l'artisan qui allait bien pour réduire les devis, pour acheter du matériel. On en a un qui est, en fait, il nous a fait ses prix de fournisseurs en nous mettant en relation, donc on a acheté du matériel moins cher. Certains ont fait des audits de sécurité sur les bâtiments. Il y en a qui font sur de l'extra. Par exemple, notre expert comptable est associé. Donc il y a un regard qui est sur la finance. Il y en a qui nous a fait le site internet pour qu'on puisse mieux communiquer entre nous. Il y en a qui chassent des biens. Il y en a qui ont prêté des outils. Il y en a qui sont sur les plans, l'aménagement. En fait, c'est tellement varié. Moi, j'apprends de fou tous les jours. Et je joue un peu ce rôle d'animateur, hein. Mais au final, la qualité vient à nous parce que tout le monde regarde. Et quand on se réunit, c'est assez incroyable parce que c'est là où on a les plus gros changements, que je disais, par exemple, le distributeur de pain automatique demain. Mais ça, il y a eu un autre cas, par exemple, le bâtiment de Basso. C'était un bâtiment assez délabré, très mauvaise note énergétique. Moi, dans ma tête, comme j'ai toujours fait, je me dis, bah, on va améliorer ça. On va casser le mur de placo, on va réisoler et ensuite remettre du placo. Et il y en a qui étaient assez intelligents, ils m'ont dit, non, il faudrait voir pour faire une isolation thermique par l'extérieur. Au final, on se retrouve à avoir le même coût, alors que non, c'est très cher, hein, à avoir gagné presque 2 mois de délai sur les travaux, parce que on n'a pas modifié l'intérieur, on l'a fait par l'extérieur, et l'extérieur va être joli en plus. Et on a pu placer comme ça des locataires très très rapidement, donc rentabiliser le bien. Donc c'est un des exemples encore, mais voilà, c'est plein de trucs que je ne savais pas parce que jamais vu, jamais fait, et là on profite de la compétence de tout le monde, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et tel que je l'entends, vraiment, c'est plus un collectif vraiment de bonne volonté qui pour faire réussir le projet. Et c'est assez vertueux finalement. Mais c'est là où peut-être j'ai plus de doutes, enfin pas de doutes, mais tu vois, moi je suis un petit peu, enfin je suis un peu analyste risque de base. Hein. Après, j'ai peut-être un peu toujours cette casquette et ce biais, mais je me dis quand même que garantir l'alignement des intérêts justement des associés. Quand tu parlais par exemple des décisions, que t'es surveillé, etc. Et ça c'est bien parce que ça t'évite les angles morts, mais de la même manière, ça peut aussi paralyser peut-être un process de décision ou alors quand les décisions est prise, j'imagine c'est la majorité et qu'il y a une erreur qui est faite, enfin ça peut à la longue facilement dériver vers on jette un peu la faute sur l'un sur l'autre et aussi garantir l'intérêt des associés à long terme, tu vois. Comment tu vois les choses? Enfin là c'est vrai que c'est que le début et c'est beau tel que tu décris, c'est magnifique, mais est-ce que tu as déjà un peu une vue de ce qui peut arriver et comment peut-être déjà contourner les problèmes? C'est fragile. C'est fragile parce qu'il suffirait qu'il y ait un truc qui se passe pas bien ou une mésentente forte.
c'est pour ça qu'effectivement, ça peut pas se faire, ou du moins encore à l'échelle. Sinon, ça revient au risque de la copro. Donc c'est pour ça que c'est bien d'aligner les intérêts et que là, on voit bien la compétence de chacun. Donc ça, c'est vraiment top. Donc il vaut mieux demander les sujets techniques qui correspondent à... par exemple, je vais pas demander au directeur technique de faire la partie business plan et je vais pas demander à l'expert comptable de faire le placo. Ça paraît un peu idiot comme ça, mais ça élimine et réduit beaucoup enfin, le spectre se réduit. Comment ça se fait? On définit des critères, par exemple sur les biens à chercher, et après ça passe dans un tamis. Je filtre un peu, et puis après c'est mis sur un Facebook et c'est oui ou non. Et c'est aussi simple que ça. Là, par exemple, on s'était dit, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on n'investirait pas sur le Bitcoin? Là, quand c'était vraiment bas, là, à 30 €, et là, je me dis, il faudrait mettre un petit peu, parce que comme ça, c'est sûr que ça va remonter. Et tout le monde n'était pas très chaud. On a eu 55% de oui. Alors, dans les faits, c'est oui, mais dans la pratique, je me dis, je vais pas risquer un manque de cohérence du groupe. C'est pas grave si on fait pas cet investissement. Donc, on a mis 0. On fera peut-être dans un an ou 2, ou ça sert à rien de créer des projets polémiques à ce stade. Donc ça demande effectivement de jouer un bon rôle d'animateur, de donner l'exemple, et plus les gens s'impliquent et plus on le montre, et plus les gens ont envie de s'impliquer. L'idée, c'est de vraiment donner cette envie c'est notre projet, parce que c'est vrai, ils ont mis leur argent, c'est notre projet à tous. Du coup, si j'ai envie qu'il marche, il faut que je le traite comme si c'était mon projet, parce que c'est le cas. C'est pas l'Assemblée nationale, quoi. Il y a une idée Enfin, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que prenons dans le milieu startup, quelque chose qui est très étonnant en général, c'est il y a des gens qui sont cadres, ils travaillent dans une société, ils vont faire 35 heures ou 40, enfin, ils vont faire leurs heures ou un peu plus, mais un certain. Et puis d'un seul coup, ils se mettent à faire leur startup et là, les 35 heures, ils les font en 2 jours, quoi. C'est assez surprenant quelque part. Là, ce qui était intéressant, c'est de créer ce sentiment de c'est à nous tous. Donc, on peut pas empêcher qu'il y ait forcément, il y a des planqués. Il y aura toujours des planqués dans tous les groupes. Ça a démarré depuis l'école, quoi. Mais ils ont pas compris que je les appelle. Je vais continuer à les appeler. Donc, le but, ça va être d'animer de plus en plus. Voilà, c'est pas évident, c'est un challenge. C'est pour ça que ça n'a jamais été fait. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ouais, non, c'est assez passionnant, effectivement, que je comprends que vraiment ça tient sur un équilibre dynamique, et en fait qui est basé sur vraiment la confiance et l'animation et l'explication, et plus que effectivement sur des éléments contractuels, si j'entends bien, et c'est là où je voulais en venir. Donc c'est vraiment passionnant. Un autre point aussi, on l'entend parler des fois en politique, mais c'est rare, on dit le temps long. Là, c'est 10 ans, c'est du temps long. On est engagé pendant 10 ans avec des gens. Le 9 octobre dernier, quand on se réunissait, il y en a un qui m'a dit, Evan m'a dit, là, je peux pas venir. Ça y est, ma femme va accoucher là demain. Voilà, c'est normalement, c'est le travail démarre et c'est pour demain. Et c'est là où j'ai réalisé, waouh, on va grandir ensemble. On va continuer à grandir ensemble. Et au final, il y a des relations d'amitié, des liens qui se nient entre moi et la plupart des membres, et entre les membres aussi qui se connaissaient pas forcément parce que c'était des réseaux éloignés. Et je dirais que ça aussi, ça compte. C'est intangible, impalpable, mais c'est des gens qui sont passionnés par l'immobilier, donc déjà ça facilite de fédérer, quoi. Voilà. Ouais, il y a quelque chose en commun de fort entre vous, carrément. Tout à l'heure, tu as dit un truc qui m'intéresse. Tu as dit que de par son modèle économique, ce type d'association pourrait difficilement être réplicable ou copiable. Tu entendais quoi par là, en fait? Oui. En fait, dans le mode de gestion, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je suis bénévole, par exemple. Il n'y a pas de frais de structure. Dans le taux moyen de frais de structure dans je sais pas, on prend un fonds d'investissement ou un autre, ou n'importe quelle société, prenons même une PME, si on prend les statistiques du Ségos, c'est 17,9%, je crois, de frais de structure entre l'abonnement internet que j'utilise pour te parler, le chauffage, là pour me chauffer,
sur le PC que j'utilise et qui consomme de la batterie et l'électricité, ça a un coût tout ça. Ça, c'est pas facturé. Dans le monde de la digitalisation, et on l'a avec le Covid, tout le monde peut télétravailler. S'il y a des frais de déplacement, à part si c'est des frais très spécifiques, comme je vous disais, ceux qui sont venus faire le jardin, évidemment, on leur a payé le péage et compagnie. L'idée, c'est de fonctionner à coût zéro. Parce que plus on peut protéger la trésorerie et le cash, plus au final, on pourra faire ce que l'on a envie, c'est-à-dire acheter des bâtiments et pouvoir les rénover. Et créer ce cercle vertueux. Ouais, je vois. Non, ça a du sens carrément. Et tu peux donner peut-être, si tu les as en tête, un petit peu nous donner quelques chiffres sur peut-être quelques opérations en termes de coût d'achat, enveloppe globale, rentabilité, et puis après derrière aussi, rentabilité puisque tout est réinjecté. Il n'y a pas d'histoire de cash flow ou autre là sur ce genre de choses. On a systématiquement acheté à moins de 200 000 euros. Bon, c'était souvent 190, 180, 190, pour une question de risque, et puis parce qu'on avait levé 1 million. Donc, on a acheté 4 actifs, et puis il fallait garder un peu pour les travaux. Pour donner des exemples, il y a 2 bâtiments, on a 8,63 net. Il y a un autre, on a 12,87 net, net, donc ça c'est cool. Et il y en a un autre où c'est une opération de marchand de biens, on est à 59%. Donc c'est pas mal, ça fait une première année à 43% de rentabilité dès la première année, et on ne va rien consommer de ça. Donc c'est ça qui est assez sympa. Quand je dis 43%, c'est une fois tous les locataires placés. Le premier mois, ils y étaient pas, donc. J'ai bien entendu là. J'ai bien entendu quand t'as parlé du troisième à 56%. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, tu peux donner peut-être une raison pour un tel taux? Oui, parce que c'était marchand de biens, où finalement le total de coût achat, aménagement, c'est 280 pour une revente à 468, où on vend une rentabilité à un investisseur. Finalement, on a monté le nombre de locataires dans ce lot-là de 50% en réaménageant, des aménagements sympas comme un super jardin. Et donc du coup, mécaniquement, ça augmente la rentabilité de manière folle si on revend ce bâtiment. Ah d'accord. Donc c'est la plus-value que tu mets dans le calcul de la rentabilité de tous les biens au fin du compte, au fond du. Alors, si on la rajoute, ça rajoute. Celle-ci, je la compte parce que c'est le projet c'est en cours de vente. Et ça va être comme une offre clé en main, en gros. Si on rajoute aussi la rentabilité latente, on rajouterait presque 80% de rentabilité supplémentaire. Donc, c'est-à-dire comment elle serait calculée. Voilà, on dirait qu'on revend à un investisseur à 6% brut clé en main, donc il n'y a plus de travaux à faire. Le bien est sous décennale, il y a des locataires et tous ces locataires ont des assurances impayées. On a calculé qu'on pourrait le revendre à 6% chaque bien. Donc ça serait 43% la première année et 80% de rentabilité latente supplémentaire. La première année, et comme je le disais, vu qu'il y a cette opération de marchand de biens qui est un peu particulière, là, elle viendrait, je dirais, accélérer les résultats la première année. Ce sera pas toujours comme ça. C'est juste une typologie là d'investissement qui ont fait une opération de marchand de biens, une très belle opération, et donc du coup ça devrait permettre de générer suffisamment de cash pour continuer à racheter d'autres bâtiments. D'accord, je comprends. Donc oui, très belles opérations. On voit que la taille, on est en dessous de 200 pour limiter le risque, mais vous pouvez du coup en faire 4 sur une levée de fonds de 1 million, ce qui distribue bien le risque. Au niveau financement, comment ça se passe Pour l'instant, on a tout fait cash. Ça permettait d'avoir ce qu'on appelle de l'actif tangible net. Et donc, on va rapidement, c'est-à-dire dès le 31/12, demander à avoir le premier bilan, parce que quand on crée une société, en général, c'est l'année en cours plus l'année d'après, donc 18 mois ou 19 mois. Là, on va demander à faire un bilan dès les 6 premiers mois. Et donc, du coup, on retournait une banque en étant extrêmement fort, puisqu'on pourra, fort dans le sens, regardez, on a de l'actif tangible net qui est bien réévalué et avec des bonnes opérations de rentabilité, des locataires, ça retourne. Regardez ce qu'on fait de manière concrète. Donc maintenant, on voudrait accélérer et prendre d'autres prêts immobiliers. Donc ça, c'est un des objectifs du premier trimestre, c'est de faire les premiers achats d'abord, les 4 premiers achats comptants, et que les suivants, on puisse avoir des très bonnes conditions de financement.
Ouais, ça sera la deuxième étape, quoi. Effectivement, là, c'est permettrait aux associés de pas avoir à remettre OPCO forcément, ou du moins pour l'apport simplement. Ou est-ce que tu vas utiliser d'ailleurs la trésorerie disponible, puisque c'est du réinvestissement finalement? Dans de l'achat de bâtiments. C'est à chaque fois. Ou d'autres projets d'investissement, quels qu'ils soient, mais c'est le gros avantage. Oui. Ok. Eh ben écoute, bravo, c'est vraiment beau, c'est très c'est très inspirant et c'est vrai que un processus simple qui effectivement quand il est mis en place, on se dit ah ouais c'est faisable quoi. Mais sur le papier c'est très beau, mais on a toujours un peu des doutes. Donc bravo pour l'avoir finalisé de telle manière. Ça a été une vraie mission, ça n'a pas été évident sur plein de sujets. Il y a eu énormément de challenges, mais voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais, ok. Donc c'est SCI en termes de fiscalité, juste pour terminer sur ça, en termes de fiscalité, donc ou plutôt à la sortie, on va dire, au bout des 10 ans, chacun récupère au travers de ses parts d'une SCI, revend l'ensemble. Comment ça s'envisage? Alors, il y a plusieurs moyens. On va prendre le cas le pire. Le pire, c'est la flat tax. Flat tax, c'est-à-dire il y a 30% sur la plus-value, c'est-à-dire qu'on reprend sa mise, et sur tout ce qu'on a gagné, on prend 30% d'impôt. Ça, c'est le scénario du pire. Le scénario allégé, il y en a qui sont rentrés avec un PEA, PME, donc eux, ils auront 0% de fiscalité, tout est net, donc ça, bravo à eux. Il y en a qui sont rentrés avec leur holding, avec leur SCI, comme tu disais, ou leur société, tout court. Certains changeront et pourront mettre leur part sur leur holding pendant la vie de la société. Et au final, du coup, ça passe dans l'impôt des sociétés de leur côté, pour peu que leur société soit en charge, ou ils pourraient être amenés à gommer l'impôt, ou une partie de cet impôt-là. D'accord. Et le scénario du pire, c'est le scénario où il n'y a pas d'entente finalement sur la façon dont la sortie se fera, quoi. Non, le scénario du pire, ce que je veux dire, c'est le montant maximum de la fiscalité, ça peut être celle de la flat tax, soit 30% de la plus-value, ce qui est pas grave au final, comme Ouais. je choisissais ce mot-là pour être volontairement provocateur. Ouais, ça va pas mal, ouais, c'est clair. Surtout que avec l'effet cumulé, il y a un très beau pactole qui se situe à la fin normalement. Donc, ok, très bien. Bah écoute, merci Frédéric. On arrive un petit peu sur la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a raté par rapport à la découverte justement de ce mécanisme innovant que tu nous présentes aujourd'hui? C'est que c'est pas forcément évident de comprendre le fonctionnement de la relation. Hein. Ça a été posé sur des valeurs, sur de la transparence, d'échange. On a mis en place un Facebook et Google Drive. Il y a les projets d'impact social. Je suis en train de réfléchir. On essaie de mettre en place des projets innovants en intérieur. On parlait de technologie. À un moment donné, il y a des développements. Il y en a qui sont dans le développement informatique et ils nous programment des choses pour qu'on ait des dashboards ou des choses un peu plus visuelles ou un petit peu plus efficaces. La gestion collective, c'est surtout sur les grandes décisions en fait. Mmh. Ça va se faire sur est-ce qu'on achète ça ou pas, est-ce qu'on investit l'argent dans ça ou pas. Et quand au quotidien c'est moi qui vais animer, et quand je suis en difficulté, je peux passer des coups de téléphone aux personnes qui ont la compétence sur le sujet, ou alors le soumettre sur le groupe ou en live. Le dernier live, le 9 octobre dernier, justement, quand tout le monde était là, on avait des challenges sur le jardin, sur les devis qu'on avait de plomberie qui étaient un peu élevés sur un bâtiment. Et donc voilà, se met en place toute une mécanique, des groupes de travail. On a quelques thématiques aussi, c'est-à-dire des comités consultatifs qui vont se concentrer sur des questions. Et certains sont même en train de préparer l'avenir. Il y en a qui voudraient vraiment qu'on investisse à l'international. Pourquoi pas. Et donc du coup, ils travaillent sur le sujet. Voilà. Oh non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, de ce que je comprends, en tout cas, il y a énormément enfin, c'est très dynamique comme environnement, et ça m'étonnerait pas qu'il y ait effectivement des initiatives qui sortent du chapeau et qui vous font aller choper des opportunités à droite à gauche. J'ai l'impression que c'est aussi peut-être la force de ce type d'association, c'est la flexibilité, la souplesse, peut-être rapidité pour pouvoir pivoter et trouver les choses qui, les bonnes, voilà, les bons coups, et à l'opposé, tu vois, d'une lourdeur administrative
qu'on pourrait imaginer sur des sociétés plus structurées, quoi, finalement. Non, mais c'est super. Merci, Frédéric. Est-ce qu'il y a des choses peut-être que tu pourrais conseiller aux auditeurs de lire, écouter, voir pour comprendre un peu mieux, ou peut-être se renseigner, ou voire même essayer de faire la même chose que de leur côté, tu vois. Tu serais le leader de cette niche. C'est en fait amener le côté start-up à l'immobilier. Dans les lectures par rapport à ça, ce qui est intéressant, ça pourrait être par exemple, en sociologie, ça serait par exemple se renseigner sur ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Je sais pas si tu vois ce que c'est. De voir que en collaborant on gagne un peu, alors que quand on tire vers soi, oui, certes on gagne l'autre paire, et au final tout le monde tire à soi et tout le monde perd. Donc c'est des trucs un peu comme ça. Moi j'aime beaucoup la philosophie de Tim Ferriss. C'est quelqu'un qui est un peu un pirate des temps modernes, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été champion de boxe, qui a été il a fait des best-sellers sur la cuisine par le New York Times. Il a fait beaucoup d'exploration. En fait, il essaye de toujours aller au résultat de manière la plus rapide possible. Donc, il se forme en permanence. Et il a mis en place beaucoup de méthodologies avec ce livre qui a été très populaire, qui s'appelait La semaine des 4 heures, qui était de comment je travaille que 4 heures par semaine et j'ai beaucoup de résultats. Parce que c'est pas faux, hein. Quelle est la part de valeur, d'ultra valeur ajoutée qu'on amène dans une semaine? Elle est souvent pas très élevée parce qu'il y a tellement de tâches administratives, techniques, des déplacements, etc. Donc qui viennent un peu consommer ce temps-là. Donc comment le préserver et le développer? Moi, je suis vraiment très très fan de cette philosophie. Il y a pas très longtemps, j'avais vu des articles de quelqu'un qui s'était en inspiré pour le mettre en place dans le BTP. Par exemple, je crois que c'était, si vous tapez 9 hacks pour baisser les devis travaux de Stéphane Boudmy, c'est justement très proche de la philosophie de Tim Ferriss, qui était « je n'y connais rien, et pourtant je vous propose de diviser les prix des devis de travaux par 3 ». Donc c'est assez intéressant parce que c'est une approche un peu de hacker d'immobilier. Yes, Stéphane. Ouais. Stéphane qui était d'ailleurs mon deuxième invité sur le podcast, et qu'on salue d'ailleurs. Ah, c'est drôle. C'est drôle. Ouais, super. Je parle de ça parce que je lui ai parlé la semaine dernière et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est une bonne question. Après, je dirais quand on gravite dans l'environnement un peu start-up du type collaboratif, les incubateurs, les groupes comme The Family ou autres, ça paraît un peu plus naturel d'être justement inclusif et de comprendre que le groupe peut amener de la valeur. Donc je serais d'avis de regarder les vidéos que fait par exemple The Family. Ouais, très inspirant. Je suis d'accord avec toi. Carrément, c'est empreint de la même couleur, la même idéologie un peu pas précurseur, mais d'aventurier et d'explorateur au travers de plusieurs strates en fait, et comprendre les choses et tester les choses et essayer d'aller au direct au lieu de tourner en rond, quoi. Donc ouais, ça me fait plaisir que tu cites ça aussi, parce que c'est vraiment en ligne avec ce que j'ai compris de l'entretien en termes de ton rôle dans ce groupe-là. Et finalement, on a parlé immobilier, mais on n'a pas parlé principalement d'immobilier, si je comprends bien.